Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Focus sur une nouvelle pépite de la Masia. J'ai nommé Antonio Fernandez Casino. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Tony Fernandez, donc du nom, son nom entier c'est Antonio Fernandez Casino. Et oui, ça ne s'invente pas. Né le 15 juillet à Rubí. Donc Rubí, c'est une petite ville aux alentours de Barcelone, juste à côté, dans la province, donc en Catalogne. Donc Tony Fernandez est catalan. Mais comment parler de Tony sans parler de son cousin Guille Fernandez Casino? Exactement les mêmes noms, tant leur destin est lié, semble lié, déjà depuis leur tendre enfance. Donc leur histoire est assez originale déjà, de base, leur père, les deux, Guille et Tony, leur père sont frères et leur mère sont sœurs. Donc c'est assez spécial, évidemment, voilà, disons que c'est une fratrie qui s'est bien trouvée. Ce qui fait que, évidemment, ils ont le même nom et qu'ils se ressemblent énormément. En plus de ça, donc ils ont grandi quasiment ensemble. Ils ont grandi entre Rubí et la Zona Franca. La Zona Franca, c'est un quartier à Barcelone. Donc Guille, lui, il habitait plus à la Zona Franca, à Barcelone, tandis que Tony Fernandez et sa famille, donc, ils habitaient à Rubí. Peut-être même qu'ils y habitent toujours, qui sait. Donc ils ont à peine un mois d'écart, ce qui fait qu'ils sont aussi très proches. Ils ont grandi ensemble. Leurs pères sont frères, leurs mères sont sœurs. Donc ce qui fait que c'est quasiment comme des frères. C'est plus proche, on va dire, que des cousins. C'est vraiment... ils ont passé toute leur enfance ensemble et ils continuent encore de le faire d'ailleurs. Donc comme je l'ai dit, voilà, les deux sont inséparables. Impossible de parler de Tony sans parler un petit peu de Guille. Les deux viennent de l'Espagnol de Barcelone. Ils ont signé en 2018 alors qu'ils n'avaient que 10 ans, si mes calculs sont bons, ou 11 ans, quelque chose comme ça. Et tout a changé après une discussion dans une boulangerie de Sant Cugat. Donc c'est une petite ville au-dessus de Barcelone. Après une discussion donc entre le père de Guille et Dani Orcas, qui était à ce moment-là entraîneur des Alevín C, donc c'est très jeune catégorie, hein, autour de 10-11 ans, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement les âges, mais bon, vous avez les Benjamins, tout petits, puis après... Alevi C, B, A, tout ça, les juvéniles et tout ça. Donc lui, il était coach des Alevi C, mais il était aussi scout pour le club. Donc apparemment, ce qu'il faut savoir, c'est que le père de Tony, il était un petit peu compliqué. Compliqué d'avoir une discussion, tout ça avec lui. Il n'était pas trop partant, tout ça. Lui, il a l'air... Alors, je ne connais pas. Difficile à dire, voilà, mais de ce qui se dit, voilà, le père de Tony, il est un peu plus fermé. Vas-y, ne m'emmerdez pas, en gros. Alors que le père de Guille, il est un peu plus dans la discussion. Donc en fait, les discussions pour la signature des deux joueurs, de Tony et de Guille, elles se sont faites avec le père de Guille, qui lui a dû convaincre un petit peu le père de Tony, son frère, pour que les deux signent donc au Barça. Et cette discussion-là, elle a eu lieu après une finale, donc un tournoi, je crois en finale des Benjamins, de l'Espagnol de Barcelone, donc l'équipe de Guille et de Tony qui avait gagné 6-0 pour ce match-là. Donc ils sont arrivés en pack de 2, promotion les gars, un acheté, une pépite achetée, une pépite offerte. Donc dès leur arrivée au Barça, dans les plus jeunes équipes, donc comme je l'ai dit, Alevi C, tout ça, ça a été les deux plus gros dangers des équipes, de leurs équipes respectives. À chaque fois, attention à eux, c'est eux qui sont trop chauds, machin. À chaque fois, ils ont joué contre des joueurs qui étaient plus âgés qu'eux, parce qu'ils ont sauté des classes, comme on dit, comme beaucoup de joueurs avant eux, évidemment, beaucoup de joueurs talentueux. Hein, évidemment. Mais donc ils ont toujours joué contre des joueurs plus âgés et même comme ça, les coachs d'en face disaient attention à lui parce que il va faire mal. Lui. Ils ont joué par moments contre des équipes et des joueurs donc qui avaient peut-être 4 ans de plus qu'eux, facile. Sachant qu'à ce moment-là, 4 ans c'est quand même une sacrée performance. Parce que jouer à 4 ans d'écart quand t'as la vingtaine, c'est pas très impressionnant, on va dire. Tu joues à 20 ans contre des joueurs de 24 ou tu joues à 24 ans contre des joueurs de 28, voilà, mais tu joues à 11 ans contre des joueurs de 15 ans. À cet âge-là, les différences, elles peuvent être beaucoup plus grandes, disons. Et donc, je ne pense pas que ça soit vraiment un hasard que leur équipe gagne, rafle quasiment tout. En tout cas, elle gagne énormément, peut-être, je sais plus. Selon les sources, ça change un petit peu, mais ils gagnent soit quasiment, soit tous leurs matchs de championnat. Donc ce n'est pas un hasard.
que cette équipe gagne autant avec les 2 pépites dans leur équipe, parce que souvent ils ont marqué énormément de buts. Jie fait partie des meilleurs buteurs en étant milieu de terrain, et Tony, évidemment, bon, lui il a été un petit peu plus, vu que Tony en fait il est un petit peu plus petit, un petit peu plus frêle que Jie qui est un petit peu plus développé, même si Jie il a juste un mois de plus, hein. Ils ont même pas un mois d'écart, ils ont une vingtaine de jours et quelques, bref. Donc, mais Jie il est un peu plus développé physiquement, un peu plus avancé physiquement que son cousin, donc Tony. Ce qui fait que Tony il a brillé, mais légèrement après Jie, on va dire, et quand il a commencé à marquer des buts, il s'est pas arrêté, il a marqué des buts à la pelle. Je pourrais pas vous donner de nombre exactement parce que encore une fois ça diffère selon certaines sources, mais tout le monde s'accorde à dire que il était meilleur buteur de son équipe. En tout cas, il est devenu meilleur buteur de l'équipe quand il est passé chez les juvéniles. Donc les 2 cousins sont très connectés en dehors du terrain. Évidemment, ils passent leurs vacances ensemble, ils passent leur vie ensemble, mais ils sont aussi très connectés sur le terrain. L'un ne va pas sans l'autre. Les 2 se trouvent les yeux fermés, même si au final, on pourrait dire que les 2 sont inséparables, sont comme des frères, tout ça, mais ils ont quand même 2 caractères bien différents et 2 personnalités bien différentes. Jie est un petit peu plus timide, un peu plus sérieux, on va dire, alors que Tony, c'est, comment dire ça, comme on dit chez moi, c'est un boucan. c'est le gars qui va faire un petit peu plus de bêtises, on va dire. C'est un petit peu le petit garnement, tu vois, Tony Fernandez, alors que Jie, c'est un peu le bon élève. Il va pas trop faire de bruit, il va pas trop se faire remarquer, mis à part par son talent, évidemment. On en a eu la preuve avec les images de... Alors, c'était en début de saison, je sais plus exactement, je crois que c'était contre Villarreal, où Tony Fernandez, à la mi-temps ou avant le match, je sais plus, il passe pour aller s'asseoir sur le banc et il marche sur le siège de Flick. Et Flick arrive, il débarque et il voit le siège et il regarde Tony, il dit c'est quoi ça? Genre, et Tony, tu vois, il a un petit air malicieux, un petit sourire. Tu vois cette image, tu sais un petit peu, tu cernes un petit peu plus le personnage, comment il est. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir Flick qui est un petit peu comme le daron ou le gars qui surveille un petit peu la colonie de vacances où il y a que des gamins qui font des bêtises. C'est une scène assez marrante. Donc ces 2 caractères peuvent être un petit peu liés à leur poste sur le terrain, ou peut-être que leur poste est lié à leur caractère, façon de voir les choses, mais en tout cas on a un Jie qui est un petit peu plus, on va dire, milieu de terrain assez complet, travailleur, disons, qui va être dans l'effort ou quoi, alors que Tony, non, c'est pas qu'il fait pas d'effort, c'est que ça va plus être un virtuose. C'est un attaquant. Il a toujours joué à ce poste-là très avancé. Qu'il ait joué milieu de terrain, parce qu'il a joué à plusieurs postes, hein, il est très polyvalent, Tony Fernandez. Il a joué ailier, il a joué faux neuf, il a joué au milieu de terrain, un milieu très offensif. Et à chaque fois, il a été quand même beaucoup plus offensif que défensif. Même si Jie est un milieu aussi assez offensif, hein, où il marque beaucoup de buts, tout ça dans les catégories jeunes, il a toujours marqué, il a toujours été assez offensif. Mais disons que sur le terrain, Tony, comme je l'ai dit, c'est plus un virtuose. Il a souvent joué de manière assez axiale, il a fait parler ses qualités, sa vista sur le terrain, évidemment, ses qualités techniques dans les petits espaces. C'est un joueur qui fait des différences, plus au cœur du jeu, je dirais, que vraiment sur un côté qui va déborder, prendre de vitesse, tout ça. Il est souvent dans les bonnes zones, on va dire, grâce à son bon placement, il arrive à bien se placer. Il fait aussi parler son sens du but, évidemment, et sa grande qualité de frappe. Il a une très très bonne qualité de frappe, Tony Fernandez, qui peut paraître des fois un petit peu soudaine et très puissante. Alors que, bon, tu te dis, voilà, il est tout petit, il est tout frêle, qu'est-ce qu'il va faire? Et d'un coup, il déclenche sa frappe, il t'envoie un missile dans les cages, quoi. Et on n'en parle plus. Il est ce genre de joueur que tu remarques très rapidement sur un terrain de foot, de par, comme je l'ai dit, sa technique un petit peu de génie, on va dire. Ce genre de technique-là où tu vas faire un petit dribble et tu vas dire, ah ouais, ce gars-là, il a un truc de spécial. Tu vas le remarquer aussi peut-être pour un but magnifique, comme je l'ai dit, il a une très bonne frappe, ou pour les plus observateurs, un petit peu, qui regardent un petit peu de plus près les matchs, son intelligence de jeu. Donc c'est pas un hasard si Xavi l'a appelé la saison dernière alors que le joueur avait que 15 ans. Il l'a appelé aux entraînements pour déjà se familiariser un petit peu avec l'équipe, côtoyer des joueurs un petit peu plus expérimentés. Mais bon, ça, il a l'habitude, comme je l'ai dit, Tony Fernandez a toujours joué avec des joueurs plus âgés que lui. Donc, un petit peu, là c'est un peu plus. Là c'est des joueurs peut-être qui avaient, pour certains, le double de son âge. Mais c'est plus 4 ans d'écart, c'est 15 ans d'écart. Xavi a vu en lui quelque chose de spécial, avait profité un petit peu de la trêve à ce moment-là, hein, c'était une période de trêve, où il avait appelé certains jeunes et il avait pu avoir ses ordres et sous ses yeux, voir de plus près le talent de Tony Fernandez. Donc cette saison est la saison des changements, on va dire, que ce soit pour Tony ou même pour Jie. Même si Jie a été appelé en équipe B
bien avant Tony. Déjà la saison dernière, en fin de saison, il a commencé à être titulaire assez souvent, profiter évidemment de certaines blessures, certaines absences pour faire un petit peu sa place. Un petit peu comme Tony cette saison d'ailleurs, mais on en parlera après. Donc Dié est un peu plus précoce parce que physiquement, il est un peu plus précoce que son cousin. Mais les deux entrent dans l'histoire du Barça et surtout du Barça B au même moment, en devenant tout simplement les plus jeunes buteurs de l'histoire du Barça B. Donc Tony marque à l'âge de 16 ans, 1 mois et 23 jours, devant un certain, donc alors j'ai plus son nom, Haruna Babangida, un Nigérian. Alors ce record-là, il le détenait, alors moi j'étais pas du tout au courant, c'est là, genre, en voyant ça, je l'ai vu, mais il le détenait depuis 98, donc quand même ça commence à dater. Lui qui avait marqué donc à l'âge de 16 ans, 1 mois et 28 jours, donc à 5 jours d'écart, Tony a battu le record, ça s'est joué un peu. Et puis donc derrière, Dié qui a marqué à 16 ans, 2 mois et 21 jours. Donc tous les deux, ils ont battu le record de précocité de joueurs comme Bojan Bernal, qui avait marqué aussi, qui était rentré dans ce petit classement-là la saison dernière, et un certain aussi, je sais pas si vous connaissez, Lionel Messi, passé par le club aussi dans certains temps. Mais la particularité de ce record-là, c'est qu'il a eu lieu dans le même match, à 4 minutes d'intervalle surtout. C'est ça qui est assez marrant. Et autre particularité, c'est que j'étais présent au stade à ce moment-là. Si on ne peut pas flex un peu, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce que je fais là? Donc c'était le match contre Ourense, c'était le 7 septembre si je ne m'abuse, et on a pu voir toute la magie de Tony Fernandez qui a combiné, qui a fait un 1-2 avec Ureña, jeune joueur qui est prêté je crois cette saison au Barça B, qui nous vient de Girone. Donc Ureña qui lui remet le ballon, je vais vous mettre la vidéo de toute façon pendant que je parle de cette action, mais Ureña qui lui remet en l'air et Tony Fernandez qui nous déclenche une reprise de volée acrobatique, incroyable but. C'est à ce moment-là vraiment où je me suis dit, d'accord, d'accord, j'ai compris. J'avais pas compris jusque-là, mais là j'ai vraiment compris. J'ai vraiment compris qui était vraiment Tony Fernandez ce jour-là, et je me suis dit, d'accord. Et donc Dié qui marque 4 minutes après sur une passe décisive de, devinez qui? Son cousin. Tony Fernandez. Donc les deux sont très en avance par rapport à leur âge, évidemment. Dié qui a profité, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour enchaîner un petit peu plus et devenir un petit peu titulaire dans cette équipe, avec l'absence sur blessure de Garrido, Alex Garrido, très gros talent aussi de ce Barça B, mais très souvent blessé. Donc il a pu intégrer l'équipe, sachant que cette saison on a des joueurs comme Bernal et Casado qui sont montés avec l'équipe première, donc Dié a pu vraiment prendre sa place dans ce milieu-là. Tony Fernandez, lui, cette saison, il a pu aussi prendre sa place petit à petit dans cette équipe et devenir presque incontournable. Les deux sont vraiment devenus des titulaires et vraiment des joueurs importants de ce Barça B, parce que aussi Dani Rodriguez s'est blessé avec le Barça B, donc Tony a pris un petit peu son poste, on va dire. Et oui, toujours des problèmes de blessure au Barça, c'est pas nouveau. Sachant que Tony actuellement est blessé. On ne peut pas être parfait. Donc c'est pas la première fois qu'on assiste à des montées assez tôt et qu'on entend parler d'aussi jeunes joueurs qui pourraient toquer à la porte de la première équipe. Évidemment, on a des exemples comme Gavi, comme Koubarsi, comme Lamine Yamal, comme Marc Bernal, très récents. Évidemment, on a d'autres exemples beaucoup plus anciens. Mais voilà, ce n'est pas la première fois et surtout, il faut faire attention à pas trop brûler les étapes trop rapidement, disons. Mais tous ces exemples-là sont là aussi pour nous rappeler, pour ceux qui l'ont oublié, pour ceux qui ne le savent pas, que le cœur du Barça, le cœur de ce club-là, c'est la Masia. Et que la réussite du club passera encore une fois par son centre de formation. Mais comme je l'ai dit, il faut faire attention à ne pas brûler les étapes non plus, même si souvent quand on parle de brûler les étapes, on parle d'un joueur qui est trop jeune, on va dire, pour démarrer. Moi, tu me parles pas d'âge. Mais l'âge, c'est pas vraiment uniquement la seule raison pour dire qu'un joueur, il n'est pas forcément prêt. Certes, un joueur qui, quand tu dis il est jeune, ça va impliquer d'autres choses. Ça va impliquer qu'il est inexpérimenté, qu'il n'est pas prêt peut-être mentalement, et c'est surtout là qui est la raison, on va dire, principale de savoir, enfin en tout cas pour savoir si un joueur est prêt ou non, c'est surtout le mental qu'il faut voir, savoir s'il est prêt dans sa tête à performer au haut niveau. Et aussi évidemment le physique. Si le gars il a un physique comme ça, même si ne parlez pas de physique à Lamine Yamal. Parce que les problèmes physiques, Tony il en a déjà eu, il a déjà été blessé par le passé, il a déjà eu du mal un petit peu à passer dans les catégories jeunes. Vous savez, chez les plus jeunes, il y a le football à 7. Donc vous jouez sur des plus petits terrains avec 7 joueurs donc sur le terrain. Puis après vous passez d'une catégorie d'un coup et souvent il y en a qui performent énormément dans le football à 7, mais qui ont beaucoup plus de mal dans le football à 11. Qui quand ils passent dans le football à 11 ont du mal
mal à s'adapter et sont beaucoup moins talentueux. Ça peut arriver chez certains joueurs, même chez les plus prometteurs. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Tony Fernandez. Il a mis un peu plus de temps à s'adapter au football à 11 et il a eu certains problèmes aussi de blessures. Des problèmes qui ne l'ont pas empêché. Qui n'ont pas empêché, qui ne l'ont pas déstabilisé, ils n'ont pas empêché de gravir les échelons beaucoup plus vite que la moyenne. Donc Xavi avait pu voir de ses yeux à quel point Tony Fernandez était talentueux. Donc ce n'est pas étonnant si son remplaçant Hansi Flick l'a appelé assez rapidement, ou l'a appelé déjà pour la tournée aux US cet été pour la pré-saison. Guillet étant aussi du voyage, évidemment. Donc cette tournée, elle a permis aussi aux supporters qui n'ont pas forcément l'habitude de voir les plus jeunes, de découvrir certains jeunes, dont évidemment le petit Tony Fernandez. Et s'il y a bien une chose qui a marqué les esprits pendant cette tournée et qui a marqué les esprits avec Tony, c'est son fameux penalty, son fameux dans la séance de tir au but contre Manchester City, où il prend le ballon en marchant tranquillement comme s'il avait fait ça toute sa vie, 20 ans de carrière, et il allait le mettre au fond tranquillement. Il prend le ballon, presque le sourire en coin, normal, presque un petit peu insolent. Surtout qu'il paraît imperturbable, il paraît serein, comme si c'était une banalité de mettre un penalty face à Manchester City. Alors certes, c'est un match amical, mais il y a quand même cette petite pression, et ça reste un joueur qui a à peine 16 ans à ce moment-là. Sa course est assez nonchalante, il marque plat du pied, ouvert, tranquille, comme si c'était un petit peu, vous voyez, Neymar qui tirait un péno pendant un match de charité. Vous voyez, Neymar qui arrive en marchant, qui fait une vieille pichenette dans les cages, et après qui rigole. Eh ben c'était ça. Tony Fernandez, il met une frappe tranquille, une passe au cage, il bat le gardien, il se retourne avec un grand sourire, presque aussi avec un petit sourire narquois, un petit sourire moqueur, tu vois. Il lève les bras, j'ai marqué. On passe à autre chose. Donc cette image, elle va probablement rester gravée, peut-être chez lui, peut-être chez certains supporters, avec ce péno tiré avec désinvolture et avec toute cette confiance, on va dire. Mais donc, il y en a plein qui connaissent cette histoire du péno, mais très peu connaissent l'histoire aussi dans les coulisses de ce péno. Ou en tout cas, pourquoi il a tiré comme ça. Quelques mois plus tôt, il a loupé peut-être un des pénaltys les plus importants, les plus décisifs qu'il ne fallait absolument pas louper dans sa jeune carrière. C'était un tournoi, c'était en finale d'un tournoi. Il y a un pénalty à tirer, il se précipite, il prend le ballon, il court vers les cages, il pose le ballon et il se précipite pour tirer. Il ne prend pas son temps. Et à ce moment-là, ça a été peut-être un déclic, ou en tout cas, ça lui est resté en travers de la gorge, ça lui est resté peut-être dans la tête. Et il s'est dit plus jamais, on va devoir travailler là-dessus. Parce que Tony Fernandez, c'est un virtuose, c'est peut-être un petit garnement, un gars qui fait des petites bêtises et tu vois qui a le sourire en coin, mais c'est aussi un gros travailleur. Certains grands noms du football disent que les séances de tir au but, c'est un peu comme la loterie, c'est un peu du 50-50. Mais en vrai, les séances de tir au but, ça se travaille. Et ça, Tony Fernandez, du haut de ses 15-16 ans, il l'avait compris. Et c'est ce qu'il a fait. Il a appris à prendre son temps, baisser son rythme cardiaque, d'où sa marche avant d'arriver au cage. Il a pris le ballon, il ne s'est pas précipité comme un jeune qui pourrait être inexpérimenté et se précipiter justement comme il l'avait fait quelques mois avant. Là, il est arrivé, il a pris le ballon, tranquille, serein. Il a marché vers les cages, il a fixé le gardien. Il s'est un petit peu joué du gardien en faisant une petite frappe comme ça, ouvert, plat du pied, et voilà, ça lui a réussi. Donc ça prouve à quel point le joueur est travailleur et à quel point il travaille sur ses défauts, on va dire. En tout cas, c'est un joueur qui travaille beaucoup en vidéo et qui va revoir ses matchs, mais aussi regarder ce qui se fait d'autres, on va dire chez d'autres joueurs dans d'autres championnats, pour essayer de s'améliorer au mieux, d'apprendre des autres joueurs. Ses anciens coachs disent qu'il est très doué tactiquement, qu'il a une grande capacité à apprendre et à absorber, on va dire, les informations. Comme beaucoup de légendes du Barça avant lui, Tony, il a dû apprendre à être meilleur dans d'autres domaines. Parce que physiquement, il était un petit peu plus petit que les autres, un petit peu plus frêle, et il jouait pourtant avec des plus grands que lui. Donc il fallait qu'il apprenne à être plus intelligent, à voir le jeu plus rapidement et à analyser plus rapidement les informations pour avoir cet avantage-là. Donc son ancien coach chez les juvéniles, Paul Planas, qui disait qu'il avait beaucoup appris parce que quand il est arrivé, il avait tendance à trop demander la balle dans les pieds, à venir chercher le ballon, tout ça, à pas être patient, à pas demander le ballon dans les bonnes zones ou en profondeur, tout ça. Et tout ça, il a beaucoup appris avec le temps. Il s'est beaucoup amélioré dans ce domaine-là, ce qui prouve à quel point le joueur apprend vite et a cette volonté aussi d'apprendre. Le club travaille beaucoup avec lui en vidéo, comme je l'ai dit. Il lui montre, alors ce qui est assez détonnant, c'est qu'il regarde beaucoup de vidéos de Florian Wirtz et de Phil Foden.
C'est les deux joueurs, on va dire, un peu principaux qui regardent. Il doit regarder, j'imagine, d'autres vidéos. Mais il regarde beaucoup les déplacements de Phil Foden, comment il se déplace de la droite pour aller au cœur du jeu, tout ça, c'est ses mouvements, ses déplacements, sans ballon et avec ballon évidemment. Et il regarde aussi les appels de Florian Wirtz, des appels en profondeur, voilà, encore une fois, les déplacements du joueur. Florian Wirtz et Phil Foden, qui peuvent être évidemment un peu comparés à Tony Fernandes dans le sens où Phil Foden, c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe, mais c'est aussi un gaucher évidemment, mais un joueur aussi qui peut jouer sur l'aile. Donc quand il joue sur l'aile et qu'il se déplace, on va dire dans l'axe, Tony Fernandes, il va s'inspirer de ce genre de joueur-là. Wirtz, qui est un joueur plus un milieu de terrain, très très offensif, qui va souvent attaquer l'entrée de la surface, qui va souvent être un buteur, souvent attaqué, voilà, qui va être un milieu très offensif. Donc Tony Fernandes, c'est pas vraiment étonnant qu'il regarde ce genre de joueur-là pour apprendre un maximum des déplacements et tout ça. Ses coachs disaient de lui que il avait tendance à être beaucoup plus en avance par rapport à ses coéquipiers. Que par moments, il voyait tout avant les autres et que ses coéquipiers, en fait, ils pouvaient pas vraiment suivre aussi rapidement que lui parce que lui, il voyait les choses. C'était un peu... c'est très flatteur pour le joueur, mais c'est un peu compliqué pour lui de se développer comme il faut. C'est pour ça qu'il a souvent aussi passé les catégories et joué avec des joueurs plus âgés. Donc c'est pas vraiment étonnant que ça parle de lui et qu'il pourrait toquer à la porte de l'équipe première dans pas longtemps à son retour de blessure là. Ça parle de faire souffler Lamine Yamal avec Tony Fernandes. C'est pas forcément étonnant parce que c'est un joueur qui apprend vite, c'est un joueur qui gravit les échelons très rapidement. Il a déjà démarré avec la B qui pourrait déjà arriver en équipe première. Tout ça n'est pas forcément étonnant. Flick qui... en plus de ça, adore à mon avis le joueur et qu'il attend les bras ouverts. Flick, il est arrivé cet été et il a prouvé à tous les supporters qu'il avait cette volonté de faire confiance aux jeunes de la Masia. Bernal Casado, qu'il a installé au milieu, alors qu'on sait que c'est assez délicat. Il a fait confiance à des jeunes comme Cuenca aussi en Ligue des Champions. Il fait jouer régulièrement Gérard Martin. Je sais, c'est compliqué, mais en tout cas, il lui fait confiance. Voilà, au cage, Iñaki Peña aussi, il lui fait confiance, même si c'est pas un jeune de 16 ans, mais voilà. Dominguez aussi, qu'il a déjà fait jouer, donc il place sa confiance, le coach, en certains jeunes, où on pourrait dire, pour certains coachs qui ne donneraient même pas la confiance à ce genre de joueur-là. On l'a vu, Xavi, la saison dernière avec Casado, par exemple, c'était un exemple parmi d'autres, parce que Xavi a installé quand même Baldé la saison d'avant, il a installé Koubarsi, il a installé Lamine Yamal, donc... il a fait confiance à certains, mais d'autres, il avait un peu plus de mal, comme Casado, où ça avait fait beaucoup de débats, on va dire. Flick semble faire un peu plus confiance à beaucoup plus de jeunes, on va dire, même des jeunes qui paraissent pas forcément très bons, il leur donne quand même la confiance. Donc quelle sera la place de Tony dans cette équipe? Ça c'est une bonne question. Autre question aussi, à quel poste peut-il briller le plus? Parce que la place... on sait qu'il est très polyvalent, on sait qu'il peut jouer sur l'aile droite, on sait qu'il peut jouer milieu intérieur très offensif, à la place de Dani Olmo par exemple, sur l'aile à la place de Lamine Yamal, et on sait qu'il peut jouer aussi faux neuf, voire attaquant, potentiellement à la place de Lewandowski. Bon, pour donner mon avis franchement, et ce qui me semble assez logique, c'est que jouer à la place de Lewandowski en attaque et jouer proche des défenseurs très costauds, pour moi c'est trop tôt pour lui, il n'a pas le physique, il n'a pas l'expérience pour se frotter aux défenseurs de Liga qui vont l'anéantir physiquement, concrètement. Donc après, la solution, ça serait donc d'être la doublure de Lamine Yamal par exemple. On sait que Lamine Yamal n'a pas forcément de remplaçant. On l'a vu très récemment contre la Real Sociedad par exemple, où on a testé d'autres joueurs à sa place, mais il n'y avait pas de joueurs qui pouvaient apporter autant. On sait que Tony Fernandes, actuellement, avec le Barça B, bon, il est blessé, évidemment, mais avant sa blessure, il jouait à ce poste-là, d'ailier droit, et il rentrait quand même pas mal dans l'axe pour faire un petit peu le jeu, au cœur du jeu. C'est un joueur qui est très axial. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est un joueur qui, à mon avis, va plus s'épanouir en jouant au cœur du jeu que plutôt sur un côté comme Lamine Yamal. Lamine Yamal pourra aussi s'épanouir au cœur du jeu. Je pense qu'il a les qualités pour, mais il a aussi énormément de qualités techniques, Lamine Yamal, et de facilité à faire des différences sur un côté pour jouer sur l'aile. Que Tony Fernandes, c'est un peu moins le cas. C'est un peu moins un joueur qui va prendre de vitesse, un peu moins un joueur qui va provoquer comme un Lamine Yamal qui provoque et qui est énormément talentueux dans ce domaine-là. Donc pour moi, doublure de Lamine Yamal, c'est faisable. Doublure aussi dans le milieu, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de joueurs au milieu, et Tony Fernandes, à l'instant T, ne sera pas la priorité de jouer au milieu. On sait qu'on a Gavi, Fermin, Pablo Torre, peuvent jouer dans des rôles avancés, Pedri aussi. Il y a Frenkie, il y a Gavi,
il y a Casado, il y a pas mal de milieux cette saison, et rajouter un Tony Fernandez au milieu, sachant aussi qu'on a Dié Fernandez, son cousin, qui joue ce rôle-là de milieu assez offensif, c'est vrai que ça serait un petit peu... ce serait compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu concrètement. Donc la seule place qu'il a dans cette équipe première, à l'instant T évidemment, c'est comme doublure de Lamine Yamal. Ce qui serait quand même pas mal de voir ça, on prendrait quand même pas mal de plaisir je pense. Les deux ont un peu le même profil, comme je l'ai dit, Lamine Yamal est plus dribbleur, mais les deux sont attirés par le but, les deux ont une bonne frappe, les deux ont cette intelligence de jeu, cette qualité technique aussi pour évoluer au cœur du jeu, rentrer un petit peu dans l'axe. Donc nul doute que dans l'avenir, un avenir très proche, on verra Tony Fernandez faire souffler peut-être Lamine Yamal, ou peut-être les voir combiner un petit peu sur le terrain dans un avenir un petit peu moins proche, peut-être. Nul doute aussi que Dié sera dans les parages, son cousin, car comme je l'ai dit en début de vidéo, leur destin est lié. Reste à savoir s'il sera tout tracé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une agréable semaine. Ciao.